En 1887, une expédition britannique parcourait l'intérieur de l'Empire du Mali à la recherche de routes de commerce de l'or et de l'ivoire. Ils ne cherchaient pas l'histoire, ils cherchaient la richesse. Une tempête de sable les força à se réfugier dans une structure de pierre, presque enterrée par le désert. Ils pensaient y passer quelques heures. Ils y restèrent 4 jours, piégés. Le deuxième jour, l'un des guides locaux trouva quelque chose, un mur scellé avec une argile rouge, mélangée à une substance que personne ne sut identifier. Des pierres empilées avec une précision qui ne semblait pas due au hasard, comme si quelqu'un avait fermé cet endroit il y a très longtemps avec l'intention que personne ne l'ouvre trop tôt. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur les réduisit au silence. Un homme allongé sur une natte tressée, parfaitement préservé par la chaleur sèche, les mains croisées sur la poitrine, le visage en paix. Et à côté de lui, enveloppé dans un tissu d'écorce, un manuscrit écrit dans un mélange d'arabe ancien et de langue mandingue. Le guide tomba à genoux et murmura un nom, Namdi. Le manuscrit fut emmené à Lagos, puis à Londres, où il fut partiellement traduit et archivé dans le silence. Trop étrange pour la médecine, trop précis pour être une légende. Pendant des décennies, personne n'en parla. Jusqu'à maintenant, ce que contient ce manuscrit, ce sont les dernières paroles d'un homme qui a vécu 170 ans. Un guérisseur qui a découvert pourquoi le corps humain vieillit et qui a documenté avec exactitude comment l'arrêter. Le manuscrit de Namdi est sur le point de s'ouvrir. Chapitre 1. Je suis Namdi. Le jour où j'ai vu un homme de 140 ans courir plus vite que moi. Je suis Namdi. Si ces mots te sont parvenus, c'est que le temps a accompli son cycle. J'écris ceci dans mes derniers jours. Le corps qui m'a servi pendant 170 ans demande le repos. Pas avec douleur, pas avec maladie, seulement avec la tranquillité de quelque chose qui a accompli ce qu'il était venu accomplir. Je n'ai pas peur de ce qui vient, j'ai trop vu pour craindre quelque chose d'aussi simple que la fin. Mais avant de partir, je dois laisser ce que je sais. Pas pour tout le monde, pour celui qui est prêt, pour celui qui peut écouter sans juger, pour celui qui comprend que ce que je vais révéler n'est ni magie, ni superstition. C'est la connaissance la plus ancienne sur la raison pour laquelle le corps humain se détériore. Une connaissance ignorée, non parce qu'elle était fausse, mais parce que ceux qui la possédaient vivaient loin de là où s'écrivait l'histoire officielle. Nous gardions la connaissance autrement, dans le corps lui-même, dans la pratique quotidienne, dans la vie de ceux qui l'appliquaient et vivaient pour le prouver. Je commencerai par le début, par le jour qui a tout changé. J'avais 11 ans. C'était le matin du festival des récoltes dans notre village au sud du grand fleuve Niger, là où l'eau était large et brune et sentait la terre vivante. Ce jour-là, tout le monde courait, les enfants, les jeunes, les guerriers au corps entraîné. C'était une tradition qui venait de générations antérieures à la mémoire de n'importe quelle personne vivante. Une course depuis le plus grand baobab du village jusqu'au bord du marché. Assez pour séparer les forts de ceux qui ne l'étaient pas. Assez pour que nous, les enfants, sachions qui nous étions les uns parmi les autres. J'étais rapide, le plus rapide de tous les enfants de mon âge. Je le savais avec l'orgueil tranquille de celui qui n'a jamais connu la défaite. Mes jambes étaient longues pour ma taille. Mon souffle résistait plus que celui des autres. J'avais gagné cette course 3 années de suite, et il n'y avait aucune raison dans mon esprit de penser que cette année serait différente. Nous partîmes au son du tambour. Je courais en gardant de l'énergie, en attendant le moment de dépasser dans les derniers mètres. Le soleil du matin frappait fort. La poussière rouge de la terre sèche se soulevait sous nos pieds. Les poumons commençaient à brûler avec ce feu familier d'être vivant et de se déplacer vers quelque chose. C'est alors que quelque chose passa à côté de moi. Pas un enfant, pas un guerrier, un vieillard. Keita était l'homme le plus vieux du village. Les plus anciens de la communauté disaient l'avoir connu quand eux-mêmes étaient enfants et que lui était déjà un homme fait. Ses fils étaient morts de vieillesse, ses petits-fils étaient des vieillards. Les calculs que je fis des années plus tard me menaient toujours au même nombre, 140 ans au moins. Ses cheveux étaient blancs comme du coton sec en saison de récolte. Sa peau sombre portait gravé des décennies de soleil africain qui auraient détruit n'importe quel corps ordinaire. Il marchait toujours avec un bâton de bois, sombre poli par des années d'usage. Non parce qu'il en avait besoin pour se soutenir, mais parce qu'il aimait l'avoir près de lui. Et ce jour-là, il me dépassa en courant comme si j'étais immobile. Pas en trottinant, en courant. Avec une légèreté que moi, à 11 ans, avec mes jambes jeunes, je ne pouvais ni égaler, ni comprendre. Ses pieds touchaient le sol presque sans bruit. Sa respiration était complètement silencieuse. Il n'y avait aucune tension dans ses épaules, aucun effort sur son visage,
rien qui indiquait que son corps faisait quelque chose qui lui coûtait. Il se déplaçait comme l'eau qui trouve son chemin naturel vers le bas, sans résistance, sans lutte, seulement en coulant. Il arriva avant tout le monde. Il s'arrêta sous l'ombre d'un arbre au bout du parcours. Il posa son bâton calmement et me regarda arriver la bouche ouverte, les mains sur les genoux, le corps entier suppliant l'air. Il m'y observa en silence pendant un long moment. Ses yeux étaient sombres et immobiles comme de l'eau profonde. Il n'y avait pas de moquerie en eux, pas d'orgueil. Il y avait autre chose, plus difficile à décrire. Le regard de quelqu'un qui voit quelque chose que celui qui est regardé ne peut pas encore voir en lui-même. Le corps qui allait, dit-il enfin, avec une voix qui sonnait plus jeune que son visage, c'était un corps qui a oublié comment vivre. Le corps qui coule, c'était un corps qui se souvient. Je ne compris pas ce qu'il voulait dire. Je ne pouvais penser qu'à l'air qui me manquait et à la honte d'avoir perdu devant tous mes amis contre un homme dont l'âge multipliait le mien par 12. Je me tournai pour ne pas voir son visage et je fis semblant d'examiner le sol avec beaucoup d'attention. Mais quelque chose dans ces mots entra dans un endroit que je ne sus nommer que bien des années plus tard. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je ne pensais pas à la course. Je pensais à lui, à comment ce que j'avais vu était possible. Les jeunes guerriers se fatiguaient. Les hommes d'âge moyen haletaient en montant les collines. Les vieillards de 60 ans marchaient lentement, avec un effort visible. Et Keita, à 140 ans, courait en silence et arrivait premier. La différence était si énorme qu'elle ne pouvait pas être un accident. Il devait y avoir quelque chose qu'il savait, quelque chose qu'il faisait différemment, quelque chose qu'il comprenait sur le corps humain que les autres ne comprenaient pas. Cette question devint l'obsession de mon enfance, la direction de ma jeunesse, et finalement le travail de toute ma vie. Ce que j'ai documenté pendant les 159 années suivantes est né ce matin-là, sous cet arbre, en regardant un vieillard s'éloigner, sans effort pendant que moi je n'arrivais toujours pas à me relever. Le corps ne vieillit pas parce que le temps passe. Le corps vieillit parce qu'il oublie comment couler, parce qu'il accumule ce qu'il devrait relâcher, parce qu'il dépense ce qu'il devrait garder, parce qu'il interrompt ce qu'il devrait laisser continuer. Et tout ce que je vais révéler dans ces pages est l'histoire de la façon de s'en souvenir. Chapitre 2. Le jour où j'ai compris pourquoi les rivières ne vieillissent pas, mais les lacs, si. J'avais 14 ans quand Keita me parla pour la première fois. Vraiment, ce ne fut pas une conversation que je cherchais. Ce fut une conversation qu'il décida d'avoir quand il estima que j'étais prêt. Pendant 3 ans, je l'avais observé de loin avec la curiosité silencieuse d'un enfant qui sait qu'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, mais ne sait pas comment demander. Je le voyais marcher à l'aube pendant que tout le monde dormait. Je le voyais s'asseoir face au fleuve pendant des heures sans bouger. Je le voyais manger lentement et peu, pendant que les autres mangeaient vite et beaucoup. Il était différent dans chaque petite chose, et j'avais appris que dans ces petites différences se cachait quelque chose d'important. Un jour de saison sèche, il me trouva assis au bord du fleuve, à regarder l'eau. Il ne me salua pas. Il s'assit à côté de moi en silence et regarda aussi le fleuve pendant longtemps. Puis il pointa son bâton vers l'eau qui courait devant nous, claire et en mouvement constant, brillant sous le soleil du matin. « Quel âge a cette rivière ?» demanda-t-il. Je ne sus pas quoi répondre. Plus que moi, pensai-je. Plus que lui, probablement. Des centaines d'années, des milliers peut-être. Keita hocha la tête, comme s'il avait entendu ma pensée. Des milliers de années, dit-il. Et pourtant l'eau est fraîche. Elle est propre. Elle est vivante. Un animal peut en boire aujourd'hui et ne tombera pas malade. Je continuai à regarder l'eau sans comprendre où il voulait en venir. Alors il pointa son bâton vers la droite, où à quelques mètres du fleuve il y avait un petit lac qui se formait en saison des pluies et restait piégé quand le niveau baissait. Une mare que j'avais vue toute ma vie, sombre, immobile, avec une couche verte à la surface que les enfants apprenaient à éviter dès petits parce que cette eau rendait malade. Et ce lac ? demanda-t-il. Quel âge a-t-il ? Je pensais. Le lac apparaissait chaque saison des pluies. Il avait moins d'1 an, probablement des mois. Des mois ? répondis-je. Et pourtant, dit Keita avec un calme qui m'y s'agaçait, quand j'étais enfant, parce que je t'avais eu l'impression que tout ce que Phil disait arrivait trop lentement. Tu ne peux pas en boire. Cela te rendrait malade. Un animal qui boirait de ce lac aujourd'hui pourrait mourir. Je restais silencieux. La rivière a des milliers d'années et donne la vie. Le lac a des mois et donne la mort. Pourquoi ? La réponse vint seule avant que je ne pense trop. Parce que la rivière bouge et le lac non. Keita ne sourit pas. Il ne hocha pas la tête.
Il me regarda seulement comme si cette réponse était le début de quelque chose et non la fin. La rivière reçoit de l'IFO nouvelle constamment et relâche de l'IFO constamment. Elle ne garde jamais ce qui ne lui sert plus. Elle ne s'y accroche jamais à ce qui doit partir. Ce qui entre sort, ce qui arrive s'y en va. La rivière coule, et si est pour ça que celle vit. Puis il montra le lac de nouveau. Le lac a reçu de l'ISO une fois et l'ISA gardé. Rien n'entre, rien ne sort. Ce qui est arrivé est resté, et ce qui est resté a commencé à pourrir. Le lac a cru que garder, c'était survivre, et garder est en train de le tuer. Il se tut un instant, puis me regarda directement pour la première fois depuis qu'il s'était assis. Ton corps est l'IFE un des deux. Depuis que tu es né, il choisit de t'être rivière ou lac, et la plupart des gens, sans le savoir, choisissent lac. Cette phrase me frappa d'une manière que je n'avais pas prévue. Pas parce que je la comprenais complètement à ce moment-là, mais parce que quelque chose dans mon corps l'a reconnue avant que mon esprit ne puisse la traiter, comme si cette vérité était déjà à l'intérieur, en attente que quelqu'un la nomme à voix haute. Comment on choisit ? Demandai-je. Ce n'est pas toujours un choix conscient, dit-il. Le corps devient lac lentement. Quand tu arrêtes de bouger comme tu devrais bouger, quand tu gardes des émotions qui devraient sortir, quand tu accumules de la nourriture dont le corps n'a pas besoin, quand tu te remplis de pensées qui tournent sans jamais aller quelque part. Chaque chose que tu gardes sans relâcher est une eau qui stagne, et l'eau stagnante pourrit. Je regardais mes mains, je pensais à toutes les choses que je gardais, les peurs que je ne nommais pas, les colères que j'avalais en silence, les repas qui continuaient alors que l'estomac ne demandait plus. Et le vieillissement ? Demandai-je. Le vieillissement, c'est le lac, répondit-il sans hésiter. Ce n'est pas le temps qui détériore le corps, c'est l'accumulation. Le corps qui vieillit est un corps qui a gardé trop pendant trop longtemps. Des toxines qu'il n'a pas expulsées, des émotions qu'il n'a pas libérées, des tensions qu'il n'a jamais relâchées. Année après année, l'accumulation grandit et le flux diminue. Et quand le flux s'arrête complètement, le corps meurt. Pas de vieillesse, de stagnation. Nous restâmes silencieux à regarder la rivière. « Et toi ?» demandai-je enfin. « Tu es rivière ?» Keita ramassa son bâton, se leva avec une agilité qui me surprenait encore, et avant de s'y éloigner, il dit la phrase que j'isais gravée en moi pour toujours. « Cela fait 140 ans que je m'apprends à relâcher, et il y a encore des jours où le lac me tente. » Il partit vers le village sans se retourner. Moi, je restais face à la rivière jusqu'à ce que le soleil soit haut, à regarder l'eau bouger et à penser à tout ce que mon corps gardait sans que je le sache, à tout ce qu'il devrait relâcher et ne relâchait pas, à la différence entre une rivière qui donne la vie et un lac qui pourrit. Ce fut le premier secret que Keita m'enseigna en face. Le corps ne vieillit pas à cause des années qu'il accumule. Il vieillit à cause de tout le reste qu'il accumule. Et la différence entre un corps qui coule et un corps qui stagne n'est pas dans l'âge. Elle est dans ce qu'il garde et ce qu'il laisse partir. Chapitre 3. Le jour où j'ai vu un homme vieillir de 10 ans en une seule nuit. J'avais 17 ans quand j'ai compris que les émotions ne sont pas seulement des sentiments. Ce sont des instructions que le corps obéit sans te demander si tu es sûr. Cette année-là, un homme nommé Kofi arriva dans notre village. Il venait d'un village du nord, à 2 jours de marche. Il était marchand de tissus et d'épices, connu dans toute la région pour son énergie et sa force. Il avait environ 40 ans, mais son corps ressemblait à celui d'un homme de 20 ans. Dos large, pas ferme, voix qui remplissait n'importe quel espace. C'était le type d'homme qui entre dans un lieu et tout le monde sent qu'il est là avant même de le voir. Il arriva au crépuscule avec sa marchandise et demanda à rester une nuit avant de continuer son chemin. Cette nuit-là, il mangea avec nous. Il riait fort. Il racontait des histoires des marchés du Nord avec un enthousiasme qui contaminait tout le monde à table. Mon père l'écoutait avec admiration. Les plus petits se rapprochaient de lui comme on se rapproche des grands feux. Il y avait quelque chose en Kofi qui attirait, parce qu'il rayonnait ce que nous voulons tous avoir près de nous, la vitalité, la présence, la sensation que la vie en cet homme brûlait au maximum. Je me couchais en pensant que c'était l'un des hommes les plus vivants que j'avais connus. Ce que nous ne savions pas, c'est ce qui s'était passé le même après-midi, quelques heures avant son arrivée. À l'aube suivante, Kofi était assis seul au bord du chemin, avec sa marchandise encore attachée. Il ne l'avait pas bougée pour la charger. Il ne préparait pas son départ. Il était juste assis, les mains sur les genoux, les yeux fixés sur un point qui n'existait pas. Ma mère fut la première à le voir et appela mon père. Mon père lui parla à voix basse pendant un moment,
puis s'éloigna avec un visage grave. Un messager l'avait rejoint sur la route la veille au soir, quelques heures avant qu'il n'arrive chez nous. Son fils aîné était mort. Un accident dans le fleuve. L'enfant avait 8 ans. Je m'approchai de Kofi sans savoir quoi dire. Je restai près de lui sans parler. Et alors, je le vis. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais expliquer avec les mots d'un garçon de 17 ans, mais je le vis avec une clarté qui me poursuivit pendant des décennies. L'homme assis devant moi n'était pas le même que celui qui avait dîné avec nous la nuit précédente. Ce n'était pas seulement la tristesse sur son visage, c'était physique. Quelque chose s'était passé dans son corps pendant ces heures de nuit. Son dos, large et droit la veille, semblait s'être rentré vers l'intérieur, comme s'il portait quelque chose de matériel sur les épaules. Les lignes de son visage, à peine visibles la veille, semblaient plus profondes, plus marquées, comme si quelqu'un les avait retracées avec plus de pression durant la nuit. Ses yeux, qui brillaient la veille, étaient éteints, avec une opacité qui n'était pas seulement la tristesse, mais quelque chose de plus proche d'un épuisement profond, comme si quelque chose s'était consumé d'un coup. Kofi avait vieilli de 10 ans en une seule nuit. Ce n'était pas une métaphore, ce n'était pas mon imagination d'adolescent. C'était visible, mesurable, réel. Je courus chercher Keita. Je le trouvai à son endroit habituel au bord de la rivière et je lui racontai ce que j'avais vu. Il m'écouta sans m'interrompre. Quand je terminai, il resta silencieux longtemps en regardant l'eau. Le corps ne distingue pas entre un danger réel et un danger qui n'eût sexe que dans l'esprit, dit-il enfin. Pour le corps, la peur et la douleur sont des ordres et le corps les obéit tous sans te demander si ils sont nécessaires. Je ne compris pas tout de suite. Il m'expliqua avec la patience qu'il utilisait quand il savait que quelque chose prendrait du temps à se déposer. Quand le corps reçoit une émotion forte, une nouvelle qui détruit quelque chose qu'il croyait sûr, une peur qu'il ne peut pas résoudre, une douleur qu'il ne peut pas relâcher, il active tous ses systèmes d'urgence en même temps. Le cœur bat plus vite, les muscles se tendent, la respiration devient courte et superficielle. Les hormones du danger inondent chaque cellule. Le corps se prépare à une bataille qu'il ne peut pas mener contre quelque chose qu'il ne peut pas toucher. Et pendant que le corps est dans cet état d'urgence, tout le reste s'arrête. La régénération s'arrête, la réparation s'arrête, le nettoyage intérieur s'arrête. Le corps suspend tout l'entretien qu'il avait programmé parce que, dans un état d'urgence, il n'y a pas de temps pour l'entretien. Il faut survivre d'abord, réparer ensuite. Le problème, m'expliqua Keita, c'est ensuite. Pour le corps de Kofi, il n'y avait pas encore ensuite. L'émotion n'était pas sortie. La douleur était restée à l'intérieur, tournant sans trouver d'issue, gardant le système d'urgence activé heure après heure, toute la nuit, sans s'éteindre un seul moment. Chaque heure où cette émotion reste enfermée à l'intérieur sans sortir, dit Keita, est une heure où le corps ne se répare pas. C'est une heure où la destruction avance et la régénération n'a pas lieu. Multiplie ça par une nuit entière et tu peux voir ce que tu as vu ce matin. Multiplie ça par des années et tu peux comprendre pourquoi certains vieillissent de plusieurs décennies en peu de temps. Je lui demandai comment éviter cela. On ne l'eût s'évite pas en ressentant moins, répondit-il. On l'eût s'évite en relâchant davantage. L'us émotion qui sort ne détruit pas. L'us émotion qui reste enfermée à l'us intérieur. Si. Il me parla d'hommes qu'il avait connus, qui ne pleurait jamais parce qu'il croyait que pleurer était une faiblesse, qui enfermait chaque perte, chaque peur, chaque douleur dans un endroit profond où personne ne pourrait le voir. Des hommes qui avaient l'air forts dehors, pendant qu'à l'intérieur leur corps dépensait toute leur énergie à soutenir le poids de ce qu'ils n'avaient jamais relâché. Ces hommes vieillissaient vite, sans le savoir. Le corps qui garde les émotions, dit Keita, est un corps qui travaille sans repos pour porter quelque chose qui aurait dû partir depuis longtemps. Et un corps qui travaille sans repos, sans pouvoir se réparer, se détériore toujours, sans exception. Kofi partit ce même jour, portant sa marchandise et sa douleur en silence. Je le vis s'éloigner de loin et je pensais à tout ce qu'il gardait à l'intérieur sans l'avoir relâché et aux années que ce poids lui coûterait s'il ne trouvait jamais le moyen de le libérer. Ce matin-là, je compris quelque chose qui changea pour toujours ma façon de regarder les gens. Quand tu vois quelqu'un qui semble plus vieux qu'il ne devrait, ce n'est presque jamais à cause des années qu'il a vécues. C'est à cause de ce qu'il a accumulé sans relâcher, les pertes qu'il n'a pas pleurées, les peurs qu'il n'a pas affrontées, les douleurs qu'il a gardées en silence trop longtemps. Le vieillissement que tu vois sur son visage n'est pas le temps. C'est le poids de ce qu'il a porté sans le savoir. Chapitre 4. Le jour où le vieillard m'a appris à manger comme mange le soleil.
J'avais 21 ans quand Keita me posa une question à laquelle je ne sus pas répondre. Nous étions assis à l'ombre d'un arbre après une longue matinée de travail au champ. J'avais mangé tôt, abondamment et vite comme toujours, avec la faim physique de quelqu'un qui a travaillé dur sous le soleil. Je me sentais lourd et lent, avec cette brume familière qui arrivait après les grands repas et que j'avais accepté comme quelque chose de normal depuis l'enfance. Keita me regarda finir sans rien dire, puis il demanda « Combien de fois le soleil mange-t-il » Je le regardais sans comprendre. « Le soleil » répéta-t-il avec patience, la source de toute luce énergie dans ce monde. Combien de fois mange-t-il par jour? Je ne répondis pas parce que la question n'avait pas de sens pour moi. Le soleil ne mange pas, continua-t-il. Il produit. Il génère sa propre énergie depuis les intérieurs sans que personne ne la lui donne. Il brille pareil en saison des pluies et en saison sèche. Il ne dépend pas de ce qu'il reçoit pour donner ce qui est là. Il se tut un instant et me regarda. Et toi? Tu passes 3 heures sans pouvoir penser clairement après ton repas du matin. Ton corps utilise toute son énergie à digérer au lieu de vivre. Et ça, tu appelles ça de la force. Je ne répondis pas parce que je savais qu'il avait raison et je n'aimais pas ça. Ce qu'il m'enseigna dans les jours suivants changea complètement ma relation à la nourriture. Ce ne fut pas un enseignement sur quoi manger, mais sur quelque chose de plus profond. Quand, comment et pourquoi. Sur la différence entre nourrir le corps et le surcharger, entre lui donner ce dont il a besoin et lui donner ce que l'esprit demande par habitude ou par peur. Keita mangeait 1 fois par jour, parfois moins. Et quand il mangeait, il le faisait avec une attention que je n'avais jamais vue chez personne. Il s'asseyait en silence, sans distraction, sans conversation. Il mâchait chaque bouchée beaucoup plus longtemps que ce que quiconque considérerait nécessaire. Il mangeait peu, mais il mangeait complètement présent, comme si cet instant était la seule chose qui existait. Un jour, je lui demandai s'il n'avait pas faim le reste du temps. La faim que tu ressens plusieurs fois par jour n'est pas toujours le corps qui demande de la nourriture, répondit-il. Parfois, c'est le corps qui demande de l'eau. Parfois, c'est l'esprit qui cherche le plaisir ou la distraction. Parfois, c'est juste l'habitude d'un horaire que quelqu'un d'autre a décidé pour toi. La vraie faim, celle qui vient du corps qui a réellement besoin de combustible, arrive beaucoup moins souvent que tu ne le crois. Il m'expliqua quelque chose que je mis des années à comprendre pleinement. Le corps dépense une quantité énorme d'énergie à digérer, plus que ce que la plupart imaginent. Chaque fois que nous mangeons, le corps détourne des ressources massives vers le système digestif. Le cœur travaille plus, le sang se redistribue, les organes qui ne sont pas impliqués dans la digestion reçoivent moins. Et tout le travail de réparation et d'entretien que le corps a en attente est repoussé à plus tard. Le problème, disait Keita, c'est que si tu manges constamment, plus tard n'arrive jamais. Le corps, qui digère sans pause, dit-il, est un corps qui n'a jamais le temps de se réparer. C'est comme un homme qui travaille sans repos, sans jamais s'asseoir pour repriser les vêtements qui se déchirent. Il arrive un moment où les reprises en attente sont tellement nombreuses que la détérioration ne peut plus être inversée. Il me parla des périodes de vide entre les repas. Ce n'étaient pas des moments de privation, c'étaient des moments où le corps pouvait enfin faire ce qu'il savait faire, mais qu'il avait rarement l'occasion de faire, nettoyer, réparer, régénérer, éliminer ce qui ne servait plus. Les anciens guérisseurs de notre région n'enseignaient pas le jeûne comme punition, ni comme discipline spirituelle. Ils l'enseignaient comme médecine, comme l'espace nécessaire pour que l'intelligence du corps fasse son travail sans interférence. Le corps qui mange bien, me dit-il un après-midi, mieux est pas celui qui mange beaucoup, c'est celui qui mange le nécessaire au bon moment et qui ensuite donne au corps le silence dont il a besoin pour traiter, assimiler et se renouveler. Je l'observais pendant des semaines avec une attention nouvelle. Il mangeait des aliments simples, rien de transformé, rien mélangé dans des préparations compliquées. Des fruits, des graines, des racines, des feuilles, des choses que la terre produisait directement et que le corps reconnaissait sans effort. Je lui demandais pourquoi il ne mangeait jamais les ragoûts denses et savoureux que les femmes du village préparaient. Le corps reconnaît ce qui vient directement de la terre, répondit-il. Il sait quoi en faire. Quand tu lui donnes des mélanges compliqués, il doit travailler plus rien que pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce travail en plus coûte de l'énergie qui pourrait servir à autre chose. Je commençais à changer mes habitudes lentement. Pas d'un coup. Keita ne recommandait jamais les changements brutaux. Le corps a besoin de temps pour s'adapter, et les changements violents génèrent de la résistance plutôt que de la transformation. Je réduisis les repas, j'allongeais les espaces entre eux. Je mangeais plus lentement,
et avec plus d'attention. J'y éliminais ce que le corps ne reconnaissait pas. Les premiers jours furent difficiles. L'esprit protestait avec une insistance qui me surprit. Ce n'était pas le corps qui criait, mais les habitudes, les coutumes gravées depuis l'enfance, l'horaire décidé par d'autres et que j'avais confondu pendant des années avec un besoin réel. Au bout de quelques semaines, quelque chose changea. La brume après les repas disparut. L'énergie qui tombait en milieu de matinée se maintint stable toute la journée. Mon esprit était plus clair aux heures qui auparavant étaient les plus lourdes. Mon corps se sentait plus léger, pas parce que j'avais perdu du poids, mais parce qu'il avait cessé de porter le poids de la digestion constante. Maintenant le corps a du temps, dit Keita quand je lui racontais. Ce fut le 4e secret. Pas seulement ce que tu manges, mais quand tu arrêtes de manger, et ce que tu donnes au corps dans ce silence. Chapitre 5. Le jour où j'ai dormi pour la première fois de ma vie. J'avais 26 ans quand le vieillard du village voisin me posa une question qui me laissa sans réponse. Ce n'était pas Keita, c'était un homme nommé Duf, guérisseur connu dans toute la région, qui visitait notre village 2 fois par an pour soigner les malades que les remèdes ordinaires ne pouvaient pas aider. Il était plus jeune que Keita, mais tout aussi extraordinaire dans sa manière de bouger et de penser. Ils se connaissaient depuis des décennies, et lorsqu'ils se retrouvaient, ils parlaient pendant des heures avec la familiarité tranquille de 2 hommes qui sont arrivés aux mêmes conclusions par des chemins différents. Duff m'observa 2 jours avant de me parler. Le 3e, il s'approcha pendant que je me reposais après-midi et me demanda directement combien d'heures je dormais chaque nuit. Je répondis sans réfléchir, 8 heures, comme tout le monde. Il me regarda avec une expression qui n'était pas de la moquerie, mais pas non plus de l'approbation. Et sur ces 8 heures, combien dors-tu vraiment? Je ne compris pas la différence. Dormir, c'était dormir. Tu fermais les yeux, tu perdais conscience, tu te réveillais le matin. C'était tout ce que je savais, et je n'avais jamais eu de raison de le questionner. Duff m'expliqua cet après-midi-là quelque chose qui changea complètement ma relation au sommeil. Il y a 2 types de sommeil, me dit-il. Le sommeil superficiel, où le corps est immobile mais l'esprit reste actif, tournant, traitant, s'inquiétant, rêvant avec agitation. Et le sommeil profond, où l'esprit se tait enfin et le corps peut faire le travail qu'il ne peut pas faire quand tu es éveillé. La plupart des gens, expliqua-t-il, passent la nuit entière en sommeil superficiel. Ils bougent sans cesse, ils rêvent d'une manière qui épuise au lieu de restaurer. Ils se réveillent avec la sensation que la nuit n'a pas suffi, même après 8 heures au lit, parce que 8 heures de sommeil superficiel donnent moins que 2 heures de sommeil vraiment profond. Le sommeil profond, c'est quand le corps se répare, dit-il. C'est le seul moment de la journée où la régénération peut se produire complètement, sans interruption, sans digestion qui rivalise pour l'énergie, sans pensée qui détourne les ressources. Juste le corps qui travaille en silence absolu, faisant tout l'entretien qu'il a repoussé pendant la journée. Il me demanda comment je me préparais à dormir. Je lui racontai ma routine. Je travaillais tard. Je mangeais quelque chose avant de me coucher. Je me couchais en pensant à ce que j'avais à faire le lendemain. Je mettais du temps à m'endormir parce que l'esprit ne s'arrêtait pas facilement. Duff écouta sans m'interrompre et quand je terminais, il dit quelque chose qui resta gravé en moi pour toujours. Tu passes tes nuits couchées, mais tu ne dors jamais. Ton corps attend depuis des années que tu lui donnes les conditions pour se réparer et chaque nuit tu lui s'envoies travailler avec le four allumé, la porte ouverte et le bruit à plein volume. Je passais les jours suivants à observer mes nuits avec une attention que je n'avais jamais eue. Duff avait raison. Je me couchais avec l'estomac occupé par le dîner tardif. Je me couchais avec l'esprit en train de rejouer les conversations du jour. Je me couchais avec des tensions dans les épaules et le cou que je ne relâchais jamais consciemment. Et je m'endormais depuis cet état d'activation, entrant dans le sommeil comme on entre en courant dans une pièce, sans transition, sans préparation, sans prévenir le corps qu'il était temps de changer de mode. Duff m'enseigna une pratique que les guérisseurs de sa lignée transmettaient depuis des générations. Avant de se coucher, au moins 1 heure sans nourriture pour que la digestion ne rivalise pas avec le sommeil. Ensuite, s'asseoir en silence et parcourir tout le corps consciemment, des pieds à la tête, en relâchant chaque muscle avec attention, chaque tension accumulée pendant la journée, pas rapidement, avec la même calme qu'on utilise pour éteindre un feu avant de partir, en s'assurant que chaque braise est éteinte, puis vider l'esprit de ce qui restait en attente. Pas résoudre, juste relâcher, dire à chaque pensée qu'il y aura du temps demain, mais que cette nuit n'est pas le moment. Et enfin donner au corps une instruction avant de fermer les yeux. Quelque chose de spécifique qui a besoin d'attention, une douleur, une tension,
quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Le corps écoute, disait Duff. Et si tu lui donnes une direction claire avant de t'endormir, il la suit pendant la nuit, avec une précision que la médecine conventionnelle mettrait du temps à croire. La première nuit où je pratiquais tout cela, je me réveillais différent. Ce ne fut pas graduel, ce fut immédiat et évident. Je me réveillais avant que le soleil soit complètement levé, avec moins d'heures que d'habitude, mais avec une clarté et une énergie que je ne reconnaissais pas comme mienne. C'était comme si quelqu'un avait nettoyé quelque chose à l'intérieur que je ne savais pas sale, comme si le corps avait utilisé ses heures pour faire des réparations qu'il repoussait depuis des années. Je racontais à Duff ce que je avais ressenti. Voilà, dit-il simplement, ce que le corps ressent quand tu lui donnes enfin ce dont il a besoin pour travailler. Il m'expliqua que les corps qui vieillissent vite dorment presque toujours mal. Pas forcément peu, mal, superficiellement, avec trop de bruit à l'intérieur pour que la réparation profonde ait lieu. Et le dommage qui n'est pas réparé chaque nuit s'accumule nuit après nuit, année après année, jusqu'à ce que le corps ne puisse plus rattraper le retard. Le sommeil ne était pas du temps perdu, dit Duff. Paster le temps le plus productif de ta journée si tu apprends à l'utiliser. Paster quand le corps fait ce que toi tu ne peux pas faire pour lui pendant que tu es éveillé. Depuis cette nuit-là, je ne traitais plus jamais le sommeil comme quelque chose qui arrive tout seul. Je le traitais comme ce qu'il était, l'outil de régénération le plus puissant que le corps possède. Et apprendre à l'utiliser correctement fut l'un des plus grands changements de ma vie. Chapitre 6. Le jour où le soleil m'a enseigné ce qu'aucun maître n'a pu. J'avais 31 ans quand je découvris que j'avais ignoré le maître le plus ancien du monde. Ce ne fut pas Keita qui me l'enseigna. Ce ne fut pas Duff. Ce fut un matin où je me levai avant l'aube par accident, incapable de me rendormir après un rêve agité. Je sortis m'asseoir dehors sans but particulier. Je voulais juste de l'air, juste du silence avant que le village se réveille et que la journée commence avec tout son bruit et ses exigences. Je m'assis devant le grand baobab, les yeux fermés, l'esprit encore à moitié endormi. Et alors le soleil se leva. Je ne le vis pas avec les yeux, parce qu'ils étaient fermés. Je le sentis d'abord comme une chaleur douce sur la peau du visage, puis comme quelque chose de plus étrange, quelque chose que je ne sus pas nommer sur le moment, mais qui était clairement plus qu'une température. C'était comme si quelque chose s'allumait dans ma poitrine, une activation qui venait de l'extérieur, mais répondait depuis l'intérieur. Comme si le corps reconnaissait quelque chose dans cette lumière d'aube que je n'avais jamais remarqué, parce que je n'avais jamais été assez immobile, assez silencieux, pour le percevoir. Je restais immobile pendant ce qui me sembla des heures, même si ce furent probablement des minutes. Quand j'ouvris les yeux, le soleil était complètement levé, et je me sentais différent. Pas d'une manière dramatique, d'une manière subtile, mais indiscutable, comme si quelque chose s'était aligné en moi, quelque part, qui d'habitude était légèrement désaligné. Je cherchais Keita et je lui racontais ce que j'avais ressenti. Il m'écouta avec plus d'attention que d'habitude. Quand je finis, il hocha lentement la tête, comme quelqu'un qui reconnaît quelque chose qu'il attendait de voir arriver un jour. « Enfin, tu es resté assez immobile pour que le soleil te trouve, » dit-il. Il m'expliqua ce que les guérisseurs de notre région savaient depuis des générations avant la sienne. Le soleil n'est pas seulement chaleur et lumière visible. Le soleil émet autre chose, une énergie que les yeux ne voient pas, mais que le corps perçoit et utilise. Une information qui entre principalement par les yeux quand ils sont exposés à la lumière de l'aube et qui active des processus internes que le corps ne peut déclencher d'aucune autre manière. Les anciens guérisseurs ne dormaient pas tard, sans exception. L'aube était un moment sacré, pas pour des raisons religieuses, mais pour des raisons qu'ils avaient observées pendant des générations dans les corps de ceux qui le respectaient et dans ceux qui ne le faisaient pas. Le corps a des rythmes, dit Keita. Des cycles internes qui se synchronisent avec les cycles du soleil. Quand ces rythmes sont synchronisés, le corps sait quand produire de l'énergie et quand se reposer. Il sait quand réparer et quand s'activer. Il sait quand libérer les substances qui régénèrent et quand libérer celles qui protègent. Tout au bon moment, dans le bon ordre, avec la bonne intensité. Mais quand le corps perd cette synchronisation, tout se dérègle. Le corps qui ne voit jamais la lumière de l'aube perd le principal signal qu'il utilise pour calibrer ses rythmes internes. C'est comme un musicien qui joue sans pouvoir entendre le rythme qui marque le temps. Il peut jouer les bonnes notes, mais jamais au bon moment. Et un corps désynchronisé dépense une quantité énorme d'énergie à tenter de coordonner des processus qui devraient se faire naturellement. Ceux qui vieillissent vite, disait Keita, vivent presque toujours déconnectés du soleil. Ils dorment quand le soleil est haut.
Ils sont actifs quand le soleil est parti. Ils ne voient jamais l'aube et leur corps navigue à l'aveugle, sans le signal qui leur dit quelle heure il est à l'intérieur. Il me parla d'un détail que les anciens avaient observé sur la lumière de l'aube en particulier. La lumière des premières heures du matin a une qualité différente de celle de midi ou de l'après-midi, pas plus intense, plus spécifique. Le corps l'utilise d'une manière qu'il ne peut pas utiliser la lumière d'autres moments de la journée. Elle entre par les yeux et active quelque chose dans le cerveau qui à son tour déclenche une chaîne de processus dans tout le corps. Une chaîne qui prépare chaque organe, chaque cellule, chaque système pour la journée qui vient. C'est le ordre de départ, dit Keita. Le signal qui dit au corps que c'est le jour et que c'est le moment de vivre. Sans ce signal, le corps improvise. Et un corps qui improvise ses rythmes au lieu de les suivre se t'use beaucoup plus vite. À partir de ce matin-là, je changeais quelque chose qui semblait petit, mais qui se révéla avec le temps plus important que je ne l'aurais imaginé. Je me levais avec le soleil, sans exception, pas pour faire quelque chose, juste pour être dehors en silence pendant les premières minutes de lumière. Laisser l'aube trouver mes yeux ouverts et mon corps immobile et réceptif. Les changements ne furent pas immédiats comme ceux du sommeil. Ils furent progressifs, mais au bout de quelques semaines, je remarquai quelque chose dans mon énergie que je n'avais jamais eu. Une constance, une stabilité qui ne dépendait pas de ce que j'avais mangé ou de comment j'avais dormi, comme si le corps avait maintenant une encre intérieure. Keita m'observa pendant cette période avec cette satisfaction silencieuse qu'il montrait quand quelqu'un découvrait quelque chose qui ne pouvait pas s'enseigner avec des mots, seulement se vivre. Le soleil synchronise la vie sur cette terre depuis des millions d'années, dit-il un après-midi. Chaque plante, chaque animal, chaque corps humain a été construit pour bouger avec lui. Quand tu te désynchronises, tu ne perds pas seulement de l'énergie, tu perds le fil qui relie ton corps au rythme qui le maintient vivant et ordonné. Ce fut le 6e secret. Pas une pratique compliquée, pas une technique difficile, juste la décision d'être présent chaque matin au moment où le maître le plus ancien du monde commence son travail. Le soleil ne demandait rien en échange, juste que tu sois là. Chapitre 7. Le jour où j'ai vu comment la peur détruit le corps de l'intérieur. J'avais 36 ans quand un guerrier nommé Amara arriva dans notre village. Il était connu dans toute la région, pas seulement pour ses victoires au combat, qui étaient nombreuses, mais pour quelque chose de plus difficile à gagner qu'une guerre sans calme. Les hommes qui s'étaient battus à ses côtés disaient qu'ils ne l'avaient jamais vu trembler, que dans les moments de plus grand danger, sa voix devenait plus tranquille au lieu de plus agitée, qu'il y avait quelque chose dans sa présence qui calmait ceux qui étaient près de lui, comme si son corps irradiait une certitude contagieuse. Il venait passer la saison sèche chez de la famille qu'il avait dans notre village. Je l'observais les premiers jours avec l'attention que j'avais appris à porter au corps des gens. Amara avait environ 50 ans, mais il bougeait comme un homme de 30. Sa respiration était profonde et lente, même pendant l'effort physique. Sa peau était ferme, ses yeux clairs. C'était l'un de ces corps qui communiquent la santé sans avoir besoin de mots. Puis les nouvelles arrivèrent. Un conflit dans la région du Nord menaçait de s'étendre vers le Sud. Les rumeurs arrivaient au village tous les 2 ou 3 jours, chaque fois plus urgentes, chaque fois plus proches. Pour la plupart des villageois, c'était une inquiétude lointaine. Pour Amara, c'était différent. Sa famille du Nord était dans la zone du conflit. Ses fils aînés pourraient être appelés à se battre. Je l'observais pendant les semaines suivantes avec une attention que je ne pouvais pas empêcher. Le changement fut graduel, mais indiscutable. La première semaine, ce ne fut qu'une tension dans les épaules, quelque chose que n'importe qui aurait attribué à la chaleur ou à la fatigue. La deuxième semaine, sa respiration avait changé. Ce n'était plus la respiration profonde et tranquille du début. C'était plus superficiel, plus fréquent, comme si le corps était dans un état d'alerte permanent qui ne s'activait pas complètement, mais ne s'éteignait pas non plus. À la 4e semaine, Amara semblait un autre homme. Les lignes de son visage s'étaient creusées. Ses mouvements avaient perdu la fluidité qui les caractérisait. Il dormait mal et ça se voyait dans ses yeux. Il mangeait sans appétit. L'homme qui était arrivé en irradiant le calme irradiait maintenant autre chose, une tension contenue qui le faisait paraître plus vieux et plus petit en même temps. Le plus étrange, c'est que rien n'était encore arrivé. Le conflit restait une menace lointaine. Ses fils allaient bien. Sa famille était en sécurité. Le danger était réel, mais il ne s'était pas là. C'était un danger qui existait surtout dans son esprit, dans les scénarios qu'il imaginait, dans les futurs qu'il construisait et détruisait chaque nuit sans pouvoir dormir. Et pourtant, son corps réagissait comme si le pire avait déjà eu lieu. Je cherchais Keita, je le trouvais
et je lui décrivis ce que j'avais observé chez Amara. Le vieillard m'écouta en silence, et quand je terminai, il dit quelque chose qui réorganisa complètement ma compréhension du vieillissement. Le corps ne peut pas distinguer entre un danger qui est arrivé et un danger que tu imagines arriver, dit-il. Pour le corps, la peur est le danger. Peu importe qu'il y ait un ennemi réel devant toi, ou seulement la pensée d'un ennemi qui pourrait apparaître demain, la réponse du corps est la même. Il m'expliqua ce qui se passait à l'intérieur du corps d'Amara. Dès les premières nouvelles du conflit, le corps du guerrier avait activé ses systèmes d'urgence. Les mêmes substances qu'il libérerait face à un danger physique réel inondaient ses cellules en continu. Le cœur travaillait plus que nécessaire. Les muscles restaient tendus, prêts à un combat qui ne venait pas. La respiration était devenue superficielle, parce qu'en état de danger, le corps respire vite et peu, prêt à courir ou à se battre. Et pendant que ces systèmes étaient activés, le corps d'Amara ne pouvait pas faire autre chose. Un corps en état d'alerte permanent, dit Keita, est un corps qui dépense tout ce qu'il a à se préparer à un danger qui n'arrive presque jamais. Il ne lui reste pas d'énergie pour se réparer, il ne lui reste pas d'énergie pour se renouveler. Chaque nuit qu'il devrait utiliser pour se régénérer, il l'utilise au contraire pour maintenir l'état d'urgence que l'esprit n'a pas voulu ou n'a pas pu éteindre. Je lui demandai comment il était possible que le guerrier le plus calme de la région soit tombé dans cet état. La peur ne choisit pas les faibles, répondit Keita. Elle choisit ceux qui aiment. Amara est courageux face à son propre danger parce qu'il a appris à ne pas craindre pour lui-même. Mais il n'a pas appris à ne pas craindre pour ceux qu'il aime. Et cette peur-là est la plus difficile à relâcher parce qu'elle ressemble à une responsabilité. Elle ressemble à l'amour. Cela me frappa avec une force que je n'avais pas prévue. Je réalisais à cet instant combien de peur je portais moi-même en les confondant avec de la responsabilité. Peur pour ma famille, peur pour l'avenir, peur de choses qui pourraient arriver et que mon esprit reconstruisait sans cesse. Une peur silencieuse et constante que j'avais acceptée comme faisant partie normale de la vie adulte sans jamais la questionner. « Et comment on relâche ?» demandai-je. « On ne relâche pas en niant, » dit Keita. La peur que tu nies devient plus forte parce qu'elle travaille dans le silence. On relâche en la nommant, en la regardant, en lui demandant directement ce qu'elle veut te dire. La peur a presque toujours une raison valable dessous, un besoin de protéger quelque chose d'important. Quand tu trouves ce besoin et que tu le nourris autrement, la peur ne disparaît pas, mais elle cesse de contrôler le corps. J'observais Amara pendant les semaines suivantes avec ce que j'avais appris. Je vis clairement ce que j'intuais avant. Je vis un homme dont le corps vieillissait, non pas à cause de son âge, mais à cause des heures accumulées en état d'alerte, un état que son corps ne pouvait pas distinguer du danger réel. Le conflit du Nord n'atteignit jamais notre région. La menace se dissout avec le temps comme beaucoup de menaces qui ne se concrétisent jamais. Amara retrouva lentement le calme qui le définissait, et son corps, libéré de l'état d'urgence, commença à récupérer une partie de ce qu'il avait perdu. Mais ces semaines de usure laissèrent une marque. Un corps qui passe des semaines en alerte constante ne revient jamais exactement là où il était. Le dommage non réparé pendant ce temps reste. Ce fut le 7e secret. La peur maintenue, sans être relâchée, n'est pas seulement une expérience mentale, c'est une instruction que le corps obéit, c'est une usure réelle, c'est un vieillissement accéléré, déguisé en inquiétude normale. Le corps qui apprend à relâcher la peur n'est pas un corps qui cesse d'aimer, c'est un corps qui peut enfin utiliser son énergie pour vivre, au lieu de la dépenser à se protéger de shadows qui, le plus souvent, ne se concrétisent jamais. Chapitre 8. Le jour où j'ai appris à respirer pour la première fois en 40 ans. J'avais 40 ans quand Keita me demanda de respirer devant lui. Ce n'était pas une demande étrange venant de lui. Keita faisait ce genre de choses. Il te demandait de faire quelque chose de simple, de quotidien, quelque chose qui semblait absurde, puis il te montrait que tu ne savais pas le faire. Il m'avait demandé de marcher, et il m'avait montré que je ne savais pas marcher. Il m'avait demandé de manger, et il m'avait montré que je ne savais pas manger. Ce matin-là, il me demanda de respirer, et il attendit en silence pendant que je le faisais. Je respirais comme j'avais toujours respiré. Inspirer, expirer, la chose la plus naturelle du monde. Keita m'observa pendant un long moment sans rien dire. Puis il posa sa main sur ma poitrine, juste sous la clavicule, là où je sentais l'air entrer et s'élargir. « Ça fait 40 ans que tu t'y étouffes, » dit-il, « et tu ne l'eusses jamais remarqué parce que tu n'eusses jamais connu autre chose. » Il m'eut expliqua ce qu'il avait vu.
Je respirais avec la poitrine, seulement avec la poitrine. L'air entrait, soulevait les côtes supérieures, remplissait la partie haute des poumons et ressortait. Un cycle court, superficiel, qui utilisait à peine une fraction de la capacité réelle des poumons. C'était la respiration que le corps adopte en état de tension ou de danger. La respiration de la peur. Et je l'utilisais comme respiration normale depuis toute ma vie. La respiration de la poitrine dit au corps qu'il y a un danger, dit Keita. Chaque fois que tu respires ainsi, tu lui envoies un signal. Le corps entend ce signal et répond en se maintenant dans un état d'alerte léger et permanent. Pas aussi intense que la peur réelle, mais suffisant pour qu'il ne soit jamais complètement en paix. Il me demanda de poser une main sur la poitrine et l'autre sur le ventre. Puis il me montra comment il respirait. Quand Keita inspirait, sa poitrine bougeait à peine. C'était son ventre qui s'étendait vers l'avant, comme s'il remplissait un récipient de bas en haut. L'air entrait profond, remplissant d'abord la partie basse des poumons, puis la moyenne, puis la haute. Une inspiration longue, lente, complète, qui durait le double de la mienne. Et l'expiration était encore plus lente que l'inspiration, vidant complètement avant de permettre au cycle suivant de commencer. « Essaie », dit-il. J'essayais. C'était plus difficile que je n'imaginais. Mon corps résistait. Des décennies d'habitude avaient installé un schéma si profond que le changer me semblait antinaturel. Le ventre voulait rester immobile. La poitrine voulait être celle qui bougeait. C'était comme essayer d'écrire avec la main qui n'était pas la dominante. Keita me regarda lutter un moment sans intervenir. « Le corps a besoin de temps pour se souvenir, » dit-il finalement. « Ne force pas. Offre-lui seulement la possibilité et répète. Le corps apprend par répétition, pas par effort. » Je pratiquais pendant des semaines. Au début, seulement quelques minutes chaque matin, assis en silence avant que le jour commence. Puis plus longtemps. Puis je commençais à remarquer quand je revenais à la respiration de la poitrine pendant la journée, et je choisissais consciemment de revenir à l'autre. Les changements arrivèrent d'une manière que je n'avais pas prévue. Le plus notable fut le calme. Pas un calme que je produisais activement. Un calme qui apparaissait tout seul comme conséquence directe de la respiration. Keita m'avait dit que la respiration profonde disait au corps qu'il était en sécurité, et le corps qui se sent en sécurité cesse de dépenser de l'énergie à rester en alerte. Il l'utilise pour autre chose. Cette autre chose, c'était la régénération. Il m'expliqua quelque chose que je mis du temps à comprendre complètement. L'oxygène n'est pas seulement de l'air, c'est le combustible principal de chaque processus de réparation du corps. Chaque cellule qui se régénère a besoin d'oxygène. Chaque tissu qui se répare, chaque organe qui se renouvelle, tout dépend de l'oxygène disponible. Et la plupart des gens, en respirant superficiellement, privent leur corps d'une portion significative de ce combustible. Le corps qui respire mal vieillit plus vite, dit Keita un matin. Pas parce que l'air manque dehors, mais parce que l'habitude de ne pas le prendre complètement est devenue tellement normale que le corps apprend à fonctionner avec moins que ce dont il a besoin. Et un corps qui fonctionne avec moins fait exactement ce que ferait n'importe quel feu avec peu de combustible, il s'éteint lentement. Ce fut le 8e secret. La respiration que tout le monde tient pour acquise parce qu'elle se fait toute seule. La respiration que le corps délègue à l'habitude et que l'habitude rend superficielle, incomplète, en signal constant d'un danger qui n'existe pas. Apprendre à respirer vraiment n'était pas compliqué. C'était simplement se souvenir de quelque chose que le corps savait faire parfaitement à la naissance et que la vie avait enterré sous des couches de tension et de coutumes. Chapitre 9. Le jour où j'ai vu un homme guérir un autre avec ses mains sans le toucher. J'avais 45 ans quand j'ai été témoin de quelque chose qui n'avait pas de nom dans aucun langage que je connaissais. C'était un après-midi de saison sèche, quand la chaleur écrasait le village d'une lourdeur qui faisait bouger tout le monde plus lentement. Un homme nommé Sun était arrivé ce matin-là porté par 2 membres de sa famille. Il avait depuis des semaines une douleur au ventre qu'aucun remède n'avait pu calmer. Les guérisseurs locaux avaient essayé des plantes, des cataplasmes, des jeûnes. Rien n'avait fonctionné. On l'amenait à Keita comme dernier recours, avec la résignation silencieuse de ceux qui n'espèrent plus grand-chose, mais ne savent pas quoi faire d'autre. Keita les reçut sans hâte. Il observa Sun un long moment sans le toucher. Il le regardait d'une manière que je reconnaissais déjà. Il ne regardait pas le visage ou le corps visible. Il regardait autre chose, quelque chose autour du corps, dans l'espace qui l'entourait, comme s'il pouvait voir quelque chose que moi je ne pouvais pas voir, même en regardant au même endroit. Puis il fit quelque chose qui me figea. Il s'agenouilla près de Sun et plaça ses mains au-dessus du ventre de l'homme.
il ne le toucha pas. Ses paumes restèrent à quelques centimètres de la peau, suspendues dans l'air, parfaitement immobiles. Il ferma les yeux et sa respiration devint longue et profonde. La même respiration qu'il m'avait enseignée des années plus tôt, mais portée à une profondeur que j'atteignais rarement. Il resta ainsi pendant ce qui sembla 20 minutes. Je regardais sans bouger, presque sans respirer, essayant de comprendre ce qui se passait. Je ne voyais rien d'extraordinaire, un vieillard à genoux, les mains dans l'air au-dessus d'un homme malade. Mais quelque chose dans l'atmosphère de la pièce avait changé d'une manière que je ne pouvais pas décrire précisément. Une densité différente, une immobilité qui semblait active plutôt que vide. Alors Sen ouvrit les yeux. Son visage avait changé. La tension qui marquait ses traits depuis son arrivée, cette contraction constante de quelqu'un qui porte une douleur permanente, avait diminué visiblement. Elle n'avait pas disparu complètement, mais c'était différent, plus doux, comme si quelque chose qui avait été serré s'était un peu relâché. Keita se leva lentement et s'éloigna sans rien dire. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir en pensant à ce que j'avais vu. À l'aube, j'allais chercher Keita et je lui demandai directement ce qu'il avait fait. Il me regarda un moment avant de répondre, comme s'il évaluait si j'étais prêt. « Le corps ne s'y arrête pas à la peau, dit-il enfin. Ce que tu vois quand tu regardes quelqu'un n'est que la partie la plus dense de ce qui existe. Autour de ce corps visible, il y a un autre corps, plus subtil, moins dense, invisible aux yeux ordinaires, mais complètement réel. Les anciens guérisseurs de notre région l'appelaient de plusieurs noms. Les guérisseurs du Nord l'appelaient autrement. Le nom n'importait pas. Ce qui importait, c'est ce que cela faisait. Il m'expliqua que ce corps invisible était en réalité le premier à recevoir le dommage, avant que ce dommage n'atteigne le corps physique. Les maladies ne commençaient pas dans les tissus, elles commençaient dans ce champ d'énergie autour du corps. Elles se formaient d'abord là comme des perturbations dans le flux, avant de devenir denses et physiques. Quand tu soignes seulement le corps physique, dit Keita, parfois le soulagement vient, mais la cause reste, parce que la cause est dans le champ, pas dans la chair. C'est comme nettoyer l'eau de la rivière sans enlever ce qui la salit plus haut. Tu peux la nettoyer aujourd'hui, mais demain elle sera sale à nouveau. Je lui demandais ce qu'il avait fait exactement avec ses mains. J'ai trouvé l'endroit où le flux était interrompu, et je l'ai déplacé, répondit-il simplement. Les mains peuvent sentir ces interruptions quand elles ont appris à être assez immobiles et assez attentives. Et elles peuvent déplacer l'us-énergie quand il y a assez d'is-énergie dans le corps du guérisseur pour donner sans se vider. Cette dernière phrase attira mon attention, sans se vider. Il m'expliqua quelque chose d'important que beaucoup de jeunes guérisseurs ne comprenaient pas et qui leur coûtait cher. Pour guérir avec les mains, on ne prenait pas la maladie de l'autre. On ne donnait pas sa propre santé. On agissait comme canal, comme la rivière, qui ne perd pas son eau mais permet à l'eau de passer. Le guérisseur qui essayait de donner depuis sa propre réserve s'épuisait et tombait malade. Le guérisseur qui apprenait à être canal pouvait travailler des heures sans perdre rien. Les années suivantes, j'appris à sentir ce que Keita pouvait voir. D'abord, j'appris à sentir la chaleur qui sortait des paumes quand je les concentrais avec intention. Puis j'appris à sentir la différence entre les zones du corps d'un autre, où le flux était libre, et les zones où quelque chose l'obstruait. Les zones bloquées avaient une température différente, une densité différente sous les paumes, quelque chose que je ne pouvais pas décrire avec des mots, mais qui, avec la pratique, devenait aussi reconnaissable que la différence entre toucher du bois sec et du bois humide. J'ai utilisé ce savoir des centaines de fois depuis. J'ai vu des douleurs que nulle plante n'avait pu calmer disparaître quand le blocage dans le champ était libéré. J'ai vu des gens porter des maladies pendant des années qui se dissolvaient quand on s'occupait enfin de ce qui les maintenait actives à ce niveau plus subtil. J'ai vu ce que la médecine conventionnelle appellerait des miracles et qui pour moi était simplement le résultat de comprendre que le corps est plus grand que ce que la vue atteint. Le 9e secret n'était pas la technique des mains. C'était la compréhension qui la rendait possible. Le corps visible n'est que la surface. Ce qui le soutient, ce qui l'alimente, ce qui le rend malade et ce qui le guérit opère à un niveau que les yeux physiques n'atteignaient pas. Apprendre à percevoir ce niveau et à travailler avec lui n'était pas de la magie. C'était simplement étendre les sens au-delà de la limite que la plupart acceptent comme la seule qui existe. Tes mains ont déjà cette capacité. Chaque fois que tu les as posées près de quelqu'un qui souffrait et que tu as senti quelque chose, une chaleur, une pulsation, une réponse inattendue, c'était réel. Ce n'était pas de l'imagination. C'était le premier indice d'un sens qu'on ne t'a jamais appris à développer, mais qui a toujours été là, attendant que tu lui prêtes attention. Chapitre 10. Le jour où j'ai compris que la solitude tue plus vite que n'importe quelle maladie.
Joped avait 52 ans quand Omar est mort. Omar était un homme du village voisin que je connaissais depuis des décennies. Il avait été un commerçant prospère, père de 7 enfants, époux fidèle, homme respecté dans toute la région. C'était le genre de personne qu'on associe instinctivement à la longue vie, parce que sa présence était grande et son énergie semblait inépuisable. À 68 ans, il perdit sa femme, une maladie rapide qui ne laissa pas le temps de dire adieu. Ses enfants se dispersèrent au fil des ans, comme cela arrive naturellement, l'un au nord, deux au sud, les autres à différents endroits de la région, suivant leur vie et leur famille. Les visites devinrent plus espacées. Les mois entre l'une et l'autre s'étirèrent sans que personne ne le décide consciemment. Cela arriva simplement, comme arrivent les choses que personne ne choisit, mais que tout le monde laisse arriver. Omar resta seul dans sa grande maison qui autrefois avait été remplie de voix et de mouvements. Je lui rendis visite plusieurs fois pendant ces années. Chaque fois je remarquais quelque chose que je ne savais pas nommer avec précision, mais qui me troublait. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était plus physique que cela. C'était comme si son corps diminuait, pas seulement son humeur, pas seulement son énergie visible. Quelque chose de plus fondamental, comme si la flamme qui maintenait tout en marche s'était réduite de moitié et continuait de se réduire à chaque visite. Il mourut à 74 ans, sans maladie diagnosticable, sans cause claire que les guérisseurs puissent pointer. Il cessa simplement d'être, comme un feu qui s'éteint tout seul quand personne ne l'alimente pendant trop longtemps. Je parlais à Keita ce même après-midi. Le vieillard m'écouta et hocha lentement la tête avec l'expression de quelqu'un qui a vu la même histoire beaucoup de fois. Le corps humain n'a pas été construit pour vivre seul, dit-il. Pas comme choix philosophique, comme fait biologique. Le corps a besoin de la présence d'autres corps pour maintenir certains processus actifs. Des processus qui ne peuvent pas démarrer seuls dans le silence d'une pièce vide, peu importe ce que tu manges ou comment tu respires. Il m'expliqua ce qu'il avait observé pendant des décennies de pratique. Les personnes qui vivaient entourées de liens réels, pas de présence accidentelle, mais de connexion où il y avait un contact vrai, une conversation qui compte, un toucher physique fréquent, gardaient souvent une vitalité que ceux qui vivaient isolés perdaient, indépendamment de leurs autres habitudes. Ce n'était pas seulement du réconfort émotionnel, c'était quelque chose qui se passait dans le corps au niveau profond. Quand tu es vraiment connecté à quelqu'un, dit Keita, ton corps reçoit des signaux qu'il ne peut pas se donner à lui-même. Le rythme du cœur de quelqu'un que tu aimes influence le tien. La respiration d'une personne proche se synchronise avec la tienne. Le toucher d'une main connue active dans le corps des réponses qu'aucune plante et aucune pratique ne peut reproduire complètement. Il me parla de quelque chose que les plus vieux guérisseurs avaient toujours observé, mais que je n'avais jamais entendu formuler avec autant de clarté. Les vieillards qui atteignaient des âges extraordinaires n'étaient presque jamais seuls. Pas forcément avec une famille immédiate, parfois avec une communauté, avec un groupe de personnes qui avaient besoin d'eux et dont eux-mêmes avaient besoin. Avec des liens où il y avait un but mutuel, un échange réel, quelque chose qui les faisait appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux. Le corps qui se sent nécessaire, dit Keita, vieillit différemment du corps qui sent qu'il pourrait disparaître et que rien ne changerait. Ce n'est pas de la vanité, c'est un signal que le corps interprète directement. Quand on a besoin de toi, le corps reçoit l'ordre de continuer. Quand personne n'a besoin de toi, le corps ne reçoit aucune raison de faire l'effort de se maintenir. Je pensais à Omar, à la maison qui s'était vidée, aux visites qui s'étaient espacées, à l'homme qui avait diminué, non parce que la vie l'attaquait, mais parce que la vie s'était retirée silencieusement autour de lui et qu'il n'avait pas trouvé comment la garder près. « Et que t'est-ce que font fait ?» demandai-je. « On choisit activement », répondit Keita. « La connexion ne se maintient pas toute seule. Elle demande une décision constante. Elle demande d'aller vers les autres quand tout en toi préfère rester immobile. Elle demande de créer des liens où tu donnes, mais où tu demandes aussi, où tu es nécessaire et où tu as aussi besoin. L'isolement est rarement une décision. C'est ce qui arrive quand tu arrêtes de choisir activement l'inverse. Ce fut le 10e secret. Pas une plante, pas une respiration, pas un jeûne, juste la présence des autres, la connexion réelle avec d'autres corps et d'autres vies. Le lien qui dit au tien de continuer, parce qu'il y a encore des raisons. Chapitre 11. Le jour où le vieillard m'a montré son corps, et je n'ai pas cru ce que je voyais. J'avais 61 ans quand Keita me fit appeler d'une manière qui n'était jamais arrivée auparavant. Ce ne fut pas l'appel habituel, transmis par un enfant disant que le vieillard me cherchait. Ce fut un message direct, porté par le fils aîné de la famille qui prenait soin de lui
avec une solennité qui indiquait que Keita ne voulait pas une conversation ordinaire. Je partis immédiatement. Je le trouvais assis au centre de sa chambre sur la natte qu'il utilisait pour méditer, le dos droit, les yeux ouverts. À ce moment-là, il avait 151 ans. Je l'avais connu quand j'en avais 14. Cela voulait dire que cela faisait presque 5 décennies que j'apprenais auprès de lui. 5 décennies à regarder ce corps fonctionner d'une manière qui ne cessait jamais de m'étonner. Mais rien ne m'avait préparé à ce que je vis cet après-midi-là. Il se leva de la natte avec une agilité qui aurait été remarquable chez un homme de 40 ans et il étendit les bras de chaque côté. Puis il me regarda et dit simplement « Observe ». J'eus observé. Ses bras étaient forts, pas avec la musculature exagérée d'un jeune guerrier, mais avec une fermeté fonctionnelle qui ne cédait pas quand il bougeait. Sa peau, qui aurait dû être le registre visible de 151 ans de soleil africain, avait des lignes, mais pas la flaccidité ni la fragilité que j'aurais attendu. Ses yeux étaient complètement clairs, sa posture était droite, sans effort visible. Il se déplaçait dans la pièce pendant que je le regardais avec la même fluidité naturelle qu'il avait quand j'étais enfant. La même fluidité qui avait fait qu'un garçon de 11 ans restait éveillé à penser à ce qui était possible. « Quel âge tu crois que ce corps montre ?» demanda-t-il. Je pensais honnêtement, si je ne le connaissais pas, si je le voyais marcher au marché sans rien savoir, je lui donnerais 70 ans, peut-être moins, je lui dis. Il hocha la tête sans orgueil, avec le calme de quelqu'un qui confirme un fait qu'il connaissait déjà. « Ce que tu vois est le résultat des 12 secrets qui travaillent ensemble, » dit-il. Pas des scients seuls, pas des 10, des 12, parce qu'il y a quelque chose que je ne t'avais pas encore dit sur la façon dont tout cela fonctionne. Il se rassit et me regarda avec une gravité qui indiquait que ce qui venait comptait. Chaque secret que je t'ai enseigné est connecté à tous les autres. Ce ne sont pas des pratiques indépendantes qui s'additionnent, ce sont des parties d'un seul système. Et ce système a une caractéristique qui le rend différent de n'importe quel remède isolé. Si tu appliques 10 des 12 secrets mais que tu en négliges 2, les 2 que tu négliges finissent par défaire le travail des 10 que tu appliques. Il m'expliqua avec des exemples que j'avais moi-même vécus. L'homme qui mange parfaitement et dort profondément, mais porte une peur constante sans la relâcher. Son corps reçoit les bénéfices de l'alimentation et du sommeil, mais il les dépense à maintenir l'état d'urgence que la peur active. C'est comme remplir un récipient percé. Peu importe combien tu mets dedans, il reste toujours à moitié vide parce que quelque chose s'échappe en permanence. La femme qui respire profondément et vit connectée à sa communauté, mais ne voit jamais la lumière de l'aube et dort quand le soleil est haut. Ses rythmes internes sont désynchronisés et le travail de réparation qui devrait se produire au bon moment se produit au mauvais moment ou ne se produit pas complètement. Le vieillard qui relâche ses émotions et reste en mouvement mais mange constamment sans donner au corps les périodes de vide où le nettoyage profond se fait, son corps ne finit jamais de digérer, donc il ne peut jamais se consacrer pleinement au renouvellement. Le corps est un système, dit Keita. Et les systèmes ont une logique qui ne négocie pas. Quand toutes les parties fonctionnent ensemble, le résultat dépasse la somme de chaque partie. Quand une partie échoue, le résultat tombe en dessous de ce que n'importe quelle partie seule pourrait soutenir. Je restais silencieux à traiter ce qu'il disait. Je pensais aux années où j'avais appliqué chaque secret avec une constance différente. Certains avec une vraie discipline, d'autres par intermittence, d'autres que je comprenais mais que je pratiquais rarement jusqu'au bout. Et je compris pour la première fois que cette incohérence n'était pas seulement un échec partiel, c'était le point faible qui limitait tout le reste. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ?» demandai-je. « Parce qu'avant tu n'avais pas assez vécu pour le comprendre, » répondit-il. Un jeune entend que tout est connecté, et il acquiesce parce que ça sonne sage. Un homme de 60 ans qui a vu assez de corps vieillir et assez de corps résister peut comprendre ce que cette connexion signifie dans la pratique. Il peut voir les trous dans son propre récipient qu'il ne voyait pas avant. Nous passâmes cet après-midi-là à parcourir les 11 secrets, un par un, pas comme une révision académique, mais comme un diagnostic. Keita me posait des questions. Je répondais honnêtement, et dans l'honnêteté de mes réponses, je vis avec clarté où étaient mes trous, où le système qu'il m'avait enseigné fuyait parce que je l'avais ignoré ou repoussé. Je sortis de cette chambre avec une clarté différente de toutes celles que j'avais eues auparavant. Ce n'était pas la clarté de celui qui apprend quelque chose de nouveau. C'était la clarté de celui qui voit enfin la carte entière après des années à marcher avec des cartes partielles. Le 11e secret n'était pas une pratique de plus, c'était la compréhension que les 11 précédents n'en faisaient qu'un seul,
et que ce seul système demandait une attention complète pour fonctionner comme il le promettait. Chapitre 12. Le dernier jour de Keita. Ce qu'il m'a dit avant de partir. J'avais 68 ans quand Keita me fit appeler pour la dernière fois. Je le sus dès que je reçus le message. Il y avait quelque chose dans la manière dont il arriva, dans l'heure du jour, dans les mots exacts utilisés pour me convoquer, qui me dit sans avoir besoin d'explication que cette fois-ci était différente de toutes les autres. Je me levai avant même que le messager ait fini de parler, et je marchai vers sa maison avec le calme qu'il m'avait appris à avoir face aux choses qu'on ne peut pas changer. Je le trouvai allongé sur sa natte, pas parce que son corps l'y obligeait, mais parce qu'il l'avait choisi. Il y a une différence visible entre un corps qui s'allonge parce qu'il ne peut plus rester debout et un corps qui s'allonge parce qu'il a décidé que c'était le moment. Keita était le second, sa respiration était profonde et régulière. Son visage était complètement tranquille. Il n'avait aucun des signes que j'avais appris à reconnaître comme les indicateurs d'une fin forcée. C'était simplement un homme qui avait décidé que c'était assez et qui se préparait à partir avec la même délibération avec laquelle il avait fait tout le reste. Je m'assis à côté de lui en silence. J'attendis. Keita ouvrit les yeux après un moment et me regarda avec ce regard que j'avais connu pour la première fois quand j'avais 14 ans au bord de la rivière. Le regard qui voyait quelque chose derrière le visible. Sauf que maintenant, après 54 ans, je savais que ce n'était pas un regard spécial. C'était le regard de quelqu'un qui avait appris à voir sans les filtres que la plupart utilisent sans le savoir. « Il y a une chose que je ne t'ai pas encore dite, dit-il avec une voix exactement identique à celle que je me rappelais de mon enfance. Sans faiblesse, sans effort. Juste sa voix. J'eus attendu en silence. Tout ce que je t'ai enseigné, la rivière et le lac, les émotions qu'on relâche, le sommeil qui régénère, le soleil qui synchronise, la peur qui vieillit, la respiration qui nourrit, les mains qui guérissent, la connexion qui soutient, tout cela fonctionne. Tu l'as vu fonctionner pendant des décennies. Tu l'as vu dans ton propre corps et dans les corps de ceux que tu as aidés. Mais il y a quelque chose dessous tout ça, quelque chose sans quoi toutes ces pratiques sont des techniques qui fonctionnent partiellement, mais jamais complètement. Quelque chose que moi-même j'ai mis de nombreuses années à comprendre, parce que c'était si proche que je ne pouvais pas le voir. Il ferma les yeux un instant, comme s'il organisait les mots. Le corps obéit à ce qu'il croit sur lui-même. Il le dit simplement, sans insister, comme on énonce quelque chose qui devrait être évident et que presque personne ne voit. Pas ce que tu dis sur lui, pas ce que tu souhaites pour lui, ce que tu crois vraiment, dans l'endroit le plus profond, sans public, sans besoin de convaincre qui que ce soit. Le corps entend cette croyance et la transforme en instruction, en ordre biologique que chaque cellule reçoit et obéit. Audasso Azizie, audace quand il me regarda pour s'assurer que je suivais. L'homme qui croit réellement que le corps se détériore avec les années vieillit parce que son corps reçoit cette croyance comme une instruction et l'exécute fidèlement. L'homme qui croit réellement que le corps peut se renouveler donne au corps l'instruction opposée et le corps obéit à celle-là aussi. Je lui dis que je comprenais l'idée, mais que je ne savais pas comment on change une croyance profonde. On ne la change pas en se convainquant avec des arguments, dit-il. L'esprit peut accepter un argument et continuer à croire le fût opposé au fond. Les croyances profondes ne changent pas par le raisonnement, elles changent par le fût évidence que le corps produit lui-même. Ilmus expliqua ce qu'il voulait dire. Chaque fois que tu appliques un des secrets et que ton corps répond d'une manière que tu n'attendais pas, chaque fois que quelque chose s'améliore alors que tu aurais dû te détériorer, chaque fois que tu récupères quelque chose que tu croyais perdu, le corps te donne une preuve que les règles que tu acceptais comme fixes ne le sont pas. Et à chaque preuve, la croyance profonde bouge un peu, pas par conviction intellectuelle, mais par expérience directe qu'on ne peut pas nier. Ça fait 160 ans que j'accumule ces preuves, dit-il. Et à chaque décennie, la croyance que le corps peut plus que ce que la plupart acceptent est devenue plus solide. Pas parce que je me l'ai répété, parce que je l'ai vécu. Et le corps qui l'a vécu ne peut pas faire semblant que ça n'est pas arrivé. Puis il dit quelque chose que je n'y attendais pas. Le vieillissement que la plupart des gens vivent n'est pas inévitable. C'est le résultat d'une croyance collective si ancienne et si répandue qu'elle ressemble à une loi de la nature, mais ce n'en est pas une. C'est une instruction que les gens se donnent les uns aux autres depuis la naissance. On te dit comment vieillit le corps. On te montre comment vieillissent les corps autour de toi. Et ton corps reçoit cette information et la transforme en programme. Et ce programme peut être changé ? Demandai-je. Tu lui fais déjà changer ? Tu l'as déjà changé, répondit-il.
Tu le changes depuis des décennies avec chaque chose que tu as apprise et appliquée. Ton corps à 68 ans ne suit pas le programme que suivraient la plupart des corps à ton âge. Tu peux le voir quand tu te regardes. Ceux qui te connaissent peuvent le voir, pas parce que tu as trouvé un secret surnaturel, parce que tu as donné au corps des instructions différentes de celles que la plupart donnent, et le corps les a exécutées avec la même fidélité avec laquelle il exécute n'importe quel autre. Nous restâmes silencieux longtemps. Dehors, le village continuait son bruit quotidien. Les enfants, les animaux, le marché, le vent dans les arbres. La vie qui continue sans savoir qu'à l'intérieur de cette chambre, quelque chose se terminait. « Tu as peur ?» lui demandai-je enfin. Il me regarda avec quelque chose que chez quelqu'un d'autre, j'aurais appelé de l'amusement. Le corps qui a vécu pleinement ne craint pas la faim. Seuls craignent la faim ceux qui sentent que pile ne font pas vécu ce qu'ils devaient vivre. Moi, je ne sais pas cette dette. Il ferma les yeux. « Documente tout ce que je t'ai enseigné, dit-il, sans les ouvrir. Pas pour que ça devienne un livre que les gens lisent et admirent. Pour que quelqu'un, quelque part, l'applique et que son corps produise la preuve dont il a besoin pour changer l'instruction qu'il a reçue à la naissance. Orsua, Warsadmi, Korti. » Ce furent ses dernières paroles. Keita mourut cet après-midi-là avec la même immobilité qu'il avait vécue, sans lutte, sans douleur visible, sans aucun des signes que j'avais appris à reconnaître comme la fin forcée d'un corps qui résiste. Il cessa simplement de respirer à un moment, pendant que j'étais assis à côté de lui, sans savoir exactement quand c'était arrivé, parce que la transition fut si douce qu'elle n'eut pas de moment net. « Ce que tu as dans les mains maintenant, c'est ce qu'il m'a demandé de documenter. Pas 12 techniques séparées, un seul entendement sur la manière dont le corps fonctionne quand tu lui donnes les conditions pour fonctionner comme il a été conçu, quand tu cesses de l'interrompre, de le surcharger, de le terroriser avec des peurs qui ne se concrétisent jamais, de le priver de ce dont il a besoin et de le remplir de ce qui ne sert à rien. Le corps que tu as maintenant, c'est déjà tout ça. Il n'y a pas besoin qu'on le lui enseigne. Il a besoin qu'on arrête de lui enseigner le contraire. C'était le dernier secret de Keita, et c'est le seul qui ne peut pas se pratiquer comme une technique, parce que ce n'est pas une technique. C'est simplement la décision de croire le corps quand il te montre ce qu'il peut faire, au lieu de croire tout ce qu'on t'a dit qu'il ne pouvait pas faire. Cette décision peut être prise aujourd'hui, si tu veux.